Vous écoutez France Culture. Et voilà donc la dernière partie où on continue sur le même sujet de la grande table. Caroline Avec Brouet. notre invité Emmanuel Todd, qui est démographe. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue à la grande table. Et pour vous interroger, à nos côtés, Antoine Mercier et moi-même, le professeur de sciences politiques Frédéric Savicki. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue à vous. Alors on va peut-être enchaîner tout de suite sur les élections ukrainiennes par rapport ou en regard des élections européennes. Est-ce que vous pouvez, Emmanuel Todd, ou est-ce que vous pensez qu'il est possible de mettre ces deux élections en regard ? Pas vraiment, si ce n'est que les deux se passent dans des systèmes en désintégration, mais la désintégration de la société ukrainienne est, je dirais, beaucoup plus avancée que celle des sociétés ou du système européen. Mais il y a une certaine ironie, c'est vrai. Mais je pense que c'est un peu hasard que ça se passe au même moment. Si on prend l'ensemble de ce qui se passe en Europe, en intégrant la Russie, c'est comme si on était en ce moment un peu en train de vivre le match retour de 1990. Je me souviens d'une image qui était censée être drôle, où on voyait l'Union soviétique se désintégrer en ses composantes, et puis l'Europe, ça devait dater de 92, du projet de Maastricht, etc., se réunissant, etc. Et là, en fait, tous les résultats électoraux de l'Europe, si difficiles à analyser dans le détail, mais si clairs dans leur esprit général, montre qu'on est confronté à un système en désintégration, en fait, désintégration politique. Et au contraire, la Russie est redevenue elle est retombée sur ses pieds. C'est-à-dire, elle est redevenue un pôle d'attraction. Et à côté de la Russie, l'Ukraine, je dirais, c'est celle des sociétés de l'ancien système soviétique qui n'a pas trouvé son équilibre, en fait, et dont la désintégration va continuer, on peut en parler en détail si vous voulez, va continuer de se poursuivre, quel que soit le résultat de ces élections et quelles que soient les décisions politiques. Il y a des choses plus profondes, en fait. Et la désintégration de l'Europe ou de l'Union européenne, qui se voit aussi dans les résultats de ces élections d'hier, se joue ou se note particulièrement avec ce qui se passe en Ukraine pour vous ? Non, mais c'est très curieux parce qu'on a, on a l'impression, l'Europe fait son comportement. Je pense vraiment que c'est les Européens, enfin peut-être certains Européens qui ont foutu le feu à l'Ukraine. Hein. C'est vraiment le voyage de Steinmeier avec Sikorski, le Polonais, le ministre des Affaires étrangères, là où ils avaient pris Laurent Fabius dans leur bagage. Qui ont été à Kiev, ont fini par s'asseoir sur ce qu'ils avaient signé. Cette espèce d'encouragement donné aux extrémistes, à l'extrême droite ukrainienne, je dirais, c'est vraiment une grosse responsabilité des Européens. Mais c'est très curieux que cette Europe, qui elle-même est en train de s'effondrer en son sens, continue d'une certaine manière d'être expansionniste. Alors c'est pas l'Europe, c'est l'Allemagne et la Pologne, puis un peu la Suède qui est très russophobe. Donc j'ai de plus en plus l'image d'une Europe qui une supernova. Vous savez, ces étoiles qui deviennent très brillantes au moment où elles explosent. Donc il y a quelque chose, je pense quelque part, j'ai une sorte de sentiment, instinct historique que l'Europe va chercher sa mort quelque part dans les plaines d'Ukraine. Et il faut vous écouter quand vous avez un sentiment historique en général, Melton. Désintégration politique. Mais finalement, l'Europe politique n'existant pas, je ne vois pas comment elle pourrait se désintégrer alors qu'elle n'était pas intégrée. Est-ce que ce n'est pas plutôt ce à quoi on assiste, c'est plutôt au retour des puissances nationales européennes, notamment l'Allemagne par exemple ? Il n'y a pas que l'Allemagne en fait. C'est-à-dire que je crois que les dirigeants français sont très très particuliers. Ils ont une faible conscience géopolitique. Ils ont même une faible conscience de ce qui se passe historiquement, qui est un retour et une divergence des nations. C'est-à-dire que dans la phase de montée de la société de consommation, on avait l'impression d'une convergence. Et cette convergence économique, c'était l'hypothèse qui était derrière la construction de l'euro. Mais les nations sont restées les nations. La vie économique est devenue beaucoup plus dure, c'est-à-dire la compétition internationale, le libre-échange. Et donc les nations sont devenues les pôles de résistance. Donc il y a eu des nations fortes, des nations faibles. Donc maintenant on a les sous-hommes de la Méditerranée. On a le peuple des seigneurs démocratiques allemands. Ce n'est pas une provocation, j'ai dit ça dans Die Zeit l'autre jour dans une interview. Donc on ne m'accuse pas de germanophobie, je parle comme ça en Allemagne aussi. Et donc l'euro a été construit quand il ne fallait pas. Et donc on a cette dérive des nations. Mais ça n'est pas juste en Europe occidentale.
L'autre grande nation, il n'y a pas que l'Allemagne. L'Allemagne est un grand projet national. J'oserais pas dire qu'il réussit parce que leur fécondité est tellement faible et il y a de tels éléments d'archaïsme dans le fonctionnement social allemand que je ne suis pas tellement optimiste pour l'Allemagne elle-même. Mais la grosse surprise nationale, c'est la Russie. C'est-à-dire que, je dis surprise parce que on a un problème avec la Russie qui a failli par m'atteindre. Hein. Moi, j'ai prédit l'effondrement du système soviétique, donc mon âme est pure. Je ne peux pas, on ne peut pas me soupçonner de sympathie a priori. Mais depuis le début, j'étais quand même, ce qui s'est passé après m'a énormément choqué. C'est-à-dire que le développement d'une russophobie pathologique dans la classe politique et les médias français, je veux dire, est quelque chose qui m'a beaucoup choqué. À l'intérieur d'ailleurs de cette russophobie, je crois que c'est moins une russophobie qu'une poutinophobie. Oui, mais c'est pareil quand même. Oui, mais ça c'est très intéressant. Oui, on appelle ça une poutinophobie. Alors, bien entendu, je dirais que le leader responsable dans cette espèce de non-regard serein et intelligent sur la Russie, il faut le dire, c'est le journal Le Monde. Le journal Le Monde a eu un rôle. Ça m'a frappé parce que moi, je travaillais au Monde à l'époque du brejnevisme triomphant. J'étais convoqué quand je faisais un article anti-soviétique. Mais j'ai vu Le Monde devenir russophobe ou poutinophobe au moment, où la Russie, sans être un système complètement acceptable au regard des normes occidentales, était un système en amélioration. Mais si vous voulez, tant qu'on est dans la poutinophobie pathologique, bon, c'est pas bien. Mais si ça n'a pas de conséquences pratiques, pourquoi pas? Mais je vais vous dire, c'est très important. La réalité, c'est qu'on a été, et largement à cause probablement de ce leadership absurde du monde, aveuglé au fait que la Russie revenait sur ses pieds. C'est-à-dire que entre 1990 et 2000, le système était en désintégration. Depuis 2000, la Russie a survécu. C'est pas le poutinisme. Poutine, il n'est que la surface de ces choses. Donc on a vu, alors la mortalité infantile a recommencé à baisser assez vite en Russie, même la mortalité masculine, la fécondité a remonté, la balance migratoire est positive, donc la population russe a arrêté de décroître, le taux de chômage est tombé à 4%, même l'agriculture russe redevient présente sur les marchés internationaux. Et donc on a été aveuglé par cette espèce de poutinophobie imbécile au fait qu'un acteur majeur revenait sur la scène internationale et en Europe. C'est ça l'Ukraine. Quand on arrive, quand vous voyez Steinmeier et ses petits camarades foutre le feu à Kiev, etc., pour tout d'un coup s'apercevoir que les Russes sont remis sur leurs pieds, n'ont plus peur, et que eux, à la différence de Poutine, n'ont pas d'armée qui était en plus retapée. Vous voyez, donc le problème n'est plus la poutinophobie. Le problème, c'est intégrer dans notre esprit, dans notre représentation de l'Europe à venir, le fait que la Russie est là pour rester et que sa puissance relative va augmenter. Parce que les Russes, maintenant, ont ce qu'on n'a plus nous. C'est-à-dire, nous, on est un système, les gens sont désespérés, beaucoup plus riches. Hein, on est beaucoup plus riches, tout va mieux, en un certain sens, en termes de confort d'existence. Mais les Russes, comme les Allemands sans doute, sont en train, je dirais, de retrouver la fierté d'être Russes, tout simplement. Chose dont je ne dis pas qu'on aurait besoin d'être fier d'être russe ici. Mais un petit sentiment de fierté d'être français serait pas mal. Frédéric Savicki. Oui, je sais que Emmanuel Todd est assez sensible à tout ce qui s'inscrit dans la longue durée, ou en tout cas dans la moyenne durée. Et je voulais interroger quand même sur le... Bon, évidemment, Poutine, en France en particulier, ne suscite pas beaucoup de sympathie, mais moi, ce qui me frappe quand même, c'est qu'après la chute du mur, on s'est focalisé finalement dans le débat européen sur la frontière asiatique avec la Turquie, et c'est vrai que la manière de penser les relations entre l'Union européenne et la Russie, alors bien sûr, elle a été laissée de côté. C'est-à-dire, alors bien sûr, les stratèges avaient toujours l'idée que la Russie était un ennemi potentiel et qu'il fallait consolider les liens avec la Pologne, et puis qu'au-delà, on verrait ce qu'on pourrait faire, et puis l'Ukraine servirait un peu de tampon, quoi. Hein, bon. Mais c'est vrai que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais comment expliquer effectivement cette incapacité finalement qu'il y a eu, hein, alors que le général de Gaulle disait qu'il fallait faire l'Europe de Vladivostok à Tamanrasset, finalement à penser les relations avec la Russie, alors qui a été vu d'abord comme un lieu où on pouvait faire des affaires, mais sur le plan politique, effectivement, qui a été complètement laissé de côté. Emmanuel Todd. Je crois qu'au départ, les Européens de l'Ouest, je parle là des dirigeants, je ne parle pas de la presse, je cesse de parler du journal Le Monde,
Vous lui donnez beaucoup d'importance quand même. Mais je veux dire, comme les dirigeants il traverse lisent une passe très peu... difficile lui aussi. Alors, non, mais comme les dirigeants, et j'aurais dire peut-être que même on se demande si peut-être que les dirigeants socialistes ne lisent même pas le Figaro, qui est quand même bien meilleur en politique internationale. Donc c'est très important. Non, mais arrêtons de rire. La première attitude de pays comme la France ou l'Allemagne vis-à-vis de la Russie, politiquement, stratégiquement, n'était pas déplaisante. Je vous rappelle qu'au moment de la guerre d'Irak, on a eu des conférences de presse communes de Chirac, Schröder et Poutine, justement, tous opposés à l'invasion, etc. Et il y a eu toute une phase, je dirais, de cette période dans laquelle les Européens de l'Ouest étaient relativement neutres ou positifs vis-à-vis de la Russie, les dirigeants politiques, mais où c'était les anglo-saxons et les Américains qui menaient la danse avec l'aide, si on peut dire, de pays comme la Pologne ou de pays comme les pays baltes, et qui ont cherché à pousser leur avantage. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment une période dans laquelle c'était les Américains qui étaient à la manœuvre. C'était la ligne Brzezinski de l'époque, qui consistait à amener les frontières de l'OTAN le plus possible, et en fait d'essayer de se débarrasser de leur véritable rival stratégique, qui était la Russie. Mais ça, justement, ce qui est très intéressant dans ce qui se passe actuellement, c'est que c'était fini. La ligne Obama, c'était pas ça. Obama, c'était le pivot vers l'Asie, apaiser les relations avec la Russie. Et je dirais, l'action offensive des Européens, d'une attitude vraiment très très bizarre vis-à-vis de la Russie, autonome, c'est très récent. Et je ne pense pas que ce soit les Européens. Je crois sincèrement que les Français, quand ils sont en Ukraine, ne savent pas où ils sont. Ça n'a pas de sens. Mais quand les Allemands, les Polonais et les Suédois activent des politiques européennes anti-russes, avec intervention, etc., on est dans autre chose. C'est-à-dire que l'Europe est devenue... Bon, on le voit au moment des élections. On voit bien, je veux dire, chacun vote selon ses particularités nationales. C'est impossible de donner une interprétation générale. Mais en fait, l'Europe est devenue une sorte de sac de pommes de terre dans lequel les pommes de terre nationales s'agitent indépendamment les unes des autres. Et là, je crois que ce qui se passe à l'Est, je veux dire, pour les Français, l'Ukraine, ça n'est rien. Pour les Russes, c'est très près. Pour les Polonais, ça existe. Pour les Allemands, ça existe. Et donc, en fait, je crois que nous, en France, on dit il y a l'Europe et l'Ukraine. Mais en fait, si vous lisez les sites d'information russes en français, d'excellentes choses comme RIA Novosti, etc., les choses qu'on est forcé de lire à cause de l'état de la presse française, je veux dire, les Russes, ils savent très bien qu'ils ont affaire aux Allemands. Et les Allemands, ils savent très bien qu'ils ont affaire aux Russes. Et les Polonais, vous voyez, donc on est très en retard en France sur la perception réelle de ce qui se passe en Ukraine. Frédéric. Bon, on pourrait quand même vous rétorquer aussi que par rapport justement à la manière dont Poutine gouverne et dont il met quand même pas mal à mal les libertés démocratiques en Russie, en favorisant effectivement, en encourageant un contrôle on pourrait dire, du pouvoir politique sur l'économie, que l'Europe pourrait aussi avoir à défendre un projet alternatif qui serait une défense quand même minimale des libertés publiques, de la démocratie, et que c'est quand même ça aussi qu'un certain nombre d'Ukrainiens qui ne sont pas tous nazis et naïfs, reconnaissent quand même dans l'Union européenne, non ? Oui, mais là, je crois qu'il faut... Bon, l'idée d'homme universel est une belle idée, française et autres. L'homme est universel, mais les systèmes sociaux ne sont pas universels. Et la Russie n'est pas la France, la Russie n'est pas l'Allemagne. La culture familiale russe était une culture autoritaire, égalitaire, dont l'explosion a produit le communisme. Et pour moi, il était tout à fait évident que la sortie du communisme n'allait pas faire de la Russie un système social, libéral, démocratique, une démocratie d'alternance. Il y a des choses qu'il faut accepter dans la vie. Et donc, la culture russe est une culture égalitaire autoritaire. Il fallait accepter de laisser la Tunisie sous la férule de Ben Ali. Enfin, je sais pas, une autre fois pour la Tunisie. Non, mais je sais pas, une autre fois pour la Tunisie. Non, je dis, il faut accepter. Il ne faut pas... Bien entendu, il y a des valeurs universelles, mais la politique internationale, ça n'est pas non plus faire comme si des spécificités culturelles nationales n'existaient pas. Je vais vous donner un exemple. Peut-être je vais vous surprendre. L'Ukraine, dans sa partie principale, occidentale, est assez différente de la Russie sur le plan des structures familiales. Il y a une culture qui est plus libérale, peut-être plus bordélique, plus anarchique aussi, mais il y a une différence. Donc, dans un certain sens, jamais je n'ai dit ou considéré que l'Ukraine, c'était la même chose que la Russie.
Mais tout ça, je dirais, ça fait partie des choses qu'il faut intégrer dans l'analyse. Donc, alors, la Russie est vraiment un cas très particulier parce que moi, je parle de démocratie autoritaire. Il est soutenu par 80% des Russes. Hein. Je veux dire, Hollande se contenterait de la possible. Je veux dire, en fait, si on croit vraiment à la démocratie comme représentation du peuple, etc., le type illégitime actuellement, c'est plutôt Hollande et le Parti socialiste. Il faut être honnête. Poutine, il a 80% de la population russe avec lui. C'est une population qui doit avoir une certaine sympathie, je dirais, pour un mode de gestion autoritaire. Je me suis perdu dans mon développement. De quoi je parlais ? De la démocratie. Oui, et donc vous avez en Russie une culture qui ne nous est pas absolument semblable et qu'on ne pourrait pas accepter pour nous-mêmes. Je veux dire, par exemple, dans mes fantasmes les plus fous, si j'imagine une Europe en désintégration, mon premier réflexe, c'est l'idée de fuir aux États-Unis. Parce que moi, je suis proche, personnellement, du monde anglo-américain. Mais le paradoxe de l'histoire russe, c'est que la Russie s'est imposée à elle-même des souffrances extraordinaires, vraiment, et des choses horribles. Mais la réalité de l'histoire en Europe et ailleurs, c'est qu'au fond, on a plutôt bénéficié de la Russie comme facteur d'équilibre. C'est la Russie stalinienne qui a mis à bas le nazisme. Et aujourd'hui, je dirais, ce que les gens ne semblent pas arriver à comprendre, c'est que même si on pense que les États-Unis, c'est pas si mal que ça, on leur doit notre modernité, et on y fuira si ça commence à chauffer en Europe. Il faut accepter l'idée que des États-Unis tout-puissants au monde et sans rival stratégique ne sont une bonne chose pour personne, et surtout pas pour eux-mêmes. Voyez, et que la Russie, en tant qu'acteur stratégique de pôle d'équilibre, est une chose positive dans le monde. C'est ça le paradoxe russe. Un système dans lequel on ne pourrait pas vivre, mais dont on doit admettre qu'il joue un rôle d'équilibre positif sur la planète. Antoine. Je voudrais revenir à l'Europe de Bruxelles, puisqu'on a la chance d'avoir un prévisionniste qui s'est rarement trompé. Ça ne doit pas vous plaire, prévisionnisme. Enfin, si, mes enfants tiennent la liste de mes erreurs. Voilà. Alors, donc, si je comprends bien, de l'élection de Sarkozy à l'intelligence de Hollande, que d'erreurs. Donc, effectivement, quelques erreurs, mais malgré tout, je voudrais sérieusement vous poser la question sur la suite en ce qui concerne la construction européenne, et notamment l'euro, puisque manifestement, vous prévoyez un éclatement de la monnaie unique, a priori, et je voulais savoir si cet événement-là va entraîner, disons, une dislocation, un retour au national, ou au contraire sera l'occasion pour l'Europe de faire autre chose. Non mais écoutez, Emmanuel Todd. C'est vraiment très difficile de faire des prédictions. On est dans une combinaison d'impossibilités en Europe actuellement. C'est-à-dire que la monnaie unique ne marchera jamais. C'est un contretemps historique, évident, c'est avéré. L'économie européenne est le trou noir de l'économie mondiale. D'un autre côté... Pourquoi ça ne marchera jamais quand même J'ai parlé de la divergence des nations, puis il n'y a qu'à regarder. En fait, honnêtement, il n'y a qu'en Europe qu'on se raconte encore des histoires dont on doit sauver l'euro de temps en temps. Ça ne marchera jamais, mais peut-être que ça peut continuer longtemps. Voilà, parce qu'il y a une autre impossibilité à laquelle il faut s'habituer, qu'il faut intégrer, c'est, disons... C'est clair que les dirigeants européens, et en particulier les dirigeants français, moi j'ai intégré dans ma logique interprétative et de prévision l'idée que les dirigeants, la classe dirigeante française, ne comprendront jamais ou n'accepteront jamais de tenir compte de la réalité. Une sorte de lâcheté, manque d'intelligence, peut-être parce que l'euro est devenu une sorte de croyance religieuse. Mais est-ce qu'ils peuvent dire aujourd'hui on sort de l'euro ? Est-ce qu'ils peuvent dire ça ? C'est ce que je dis. Je veux dire, quand j'entends les gens dire on va se réunir à l'Élysée pour tenir compte du résultat des élections européennes, il est complètement évident qu'ils ne vont pas en tenir compte du tout. Il est tout à fait évident que des types comme... Hollande, Fabius, Sapin, Valls n'ont ni l'intelligence ni le courage de faire quoi que ce soit. C'est évident qu'on va continuer. Alors, on se demande, donc, ça ne peut pas marcher, ils ne pourront pas en sortir, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, on devient attentif à la notion de grain de sable. C'est quelque chose. Et c'est pour ça que je suis extrêmement attentif à ce qui se passe en Ukraine, où je pense que, et c'est pour ça que je dis que peut-être que l'Europe est allé chercher sa mort en Ukraine, parce que avec l'Ukraine, société dont la désintégration va continuer, ça s'observe démographiquement,
C'est-à-dire, c'est pas parce que Poroshenko a été élu que ça va s'arrêter. L'Ukraine, c'est pas juste failed state, l'Ukraine, comme on dit, un État en faillite. C'est failed society. C'est-à-dire que la population ukrainienne a baissé de 12,5%. Mais quel rapport il va y avoir entre cette désintégration de l'Ukraine et de l'Europe? Je ne sais pas, mais il faut bien voir que l'Ukraine va continuer. Je peux vous dire pourquoi l'Ukraine va continuer à se désintégrer. C'est très facile. Et ça sera grâce à l'Europe d'une certaine manière. Parce que les Russes voulaient prendre le contrôle de l'Ukraine une partie, mais plutôt avec l'idée de retaper l'Ukraine et d'en faire une partie de leur système. Le seul projet ou la seule réalité de l'Europe ou l'Ukraine, c'est lui piquer sa main-d'œuvre qualifiée. C'est-à-dire que si vous comparez ce que j'ai fait, vous comparez la production de diplômés en Ukraine dans les dernières années, vous regardez le nombre de jeunes diplômés dans les recensements, vous voyez qu'ils ne sont pas là, il y a une hémorragie, et donc ils foutent le camp aux États-Unis, au Canada, sans doute en Europe occidentale, et que plus l'Ukraine sera intégrée à l'espace occidental, plus ça veut dire qu'en fait sa population active qualifiée sera, je dirais, aspirée par le besoin démographique incessant de l'économie allemande, qui est en faillite démographique. Donc ça va continuer. Et l'interaction, c'est l'interaction de... On a noté tout à l'heure les particularités de non-vote de l'Europe orientale. Les gens ne s'intéressent pas au monde, en fait. On parle du monde, de la globalisation, mais à ce que sont les traditions de cette région. Je veux dire, cette région qui comprend la Pologne, l'Ukraine, la Roumanie, est une zone de non-construction étatique. C'est la région dont les élites, en fait, avant-guerre, étaient largement les populations juives, qui ont été exterminées, comme on sait. L'une des raisons pour lesquelles c'est des régions où il y a... Vous voyez, et c'est une région de violence. Donc il se passe quelque chose par là-bas, mais vous ne savez pas exactement quoi par rapport à l'Europe. Je sens que quelque chose de maléfique est en train de se passer. Ah oui, c'est maléfique en tout cas, déjà. Quand je vois dans la région de Lviv, ou Lvov, ou Lemberg, pas aux élections de Poroshenko, mais que je vois des élections entre 30 et 40% selon l'oblast pour ces groupes de tradition néo-nazie, je me dis tout ça sent mauvais. Ça court à la catastrophe. Frédéric Savicki. Oui, on peut aussi penser que la Russie a obtenu déjà beaucoup de choses en récupérant la Crimée, en probablement obtenant une fédéralisation de l'Ukraine et une espèce de finlandisation d'un côté, et que le grain de sable principal, peut-être pour les dirigeants européens par rapport à la question de l'euro qu'on évoquait tout à l'heure, c'est quand même la montée effectivement des voix nationalistes et des votes nationalistes et régionalistes. Donc là, pas du tout. Non, mais là pour l'instant les choses sont assez ouvertes, me semble-t-il. Enfin, on arrive quand même là aujourd'hui à certains paradoxes, et qu'après le score quand même très élevé, pas seulement en France, mais aussi en Grande-Bretagne et en Hongrie, au Danemark et dans d'autres pays, on a raison effectivement de déporter le regard, mais en même temps effectivement il faut aussi s'interroger sur les effets, peut-être pas à court terme, mais à long terme, de l'installation durable dans le paysage politique européen de forces nationalistes. Il faut les appeler comme elles sont. Emmanuel Todd. C'est tellement lent. C'est-à-dire que, vous voyez, quand tout le monde est là en train de s'exciter sur les 25% de voix du Front National, mais en pourcentage des inscrits, ça fait 10%. C'est quelque chose auquel on est très habitué. Je dirais que... Mais au final, ça fait un tiers au Parlement européen. Mais puisque ce Parlement est une usine à gaz qui ne sert à rien. Je veux dire, moi, ça me fait un peu de peine de penser que tous ces types vont pouvoir s'acheter, après avoir passé 5 années surpayés à rien faire, des appartements. Pas tous. Mais c'est pas un drame. C'est pas un drame pour l'équilibre politique. De toute façon, ça ne sert à rien. Vous voyez, les abstentions traduisent aussi le fait que les gens se considèrent majoritairement aujourd'hui que l'Union européenne est un problème, n'est plus une solution. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de... Donc, du coup... Mais je dis c'est très... Je crois qu'il faut... Mais pourquoi ce ne serait pas le grain de sable, ça? C'est ça la question. Pourquoi est-ce que, par exemple, les questions régionalistes sorties des régions, on pense à la Catalogne, on pense à l'Écosse... Parce que, si vous voulez, pour des raisons de structuration sociale, moi je sens les phénomènes de domination culturelle et de classe comme extrêmement puissants en Europe occidentale. C'est-à-dire que l'époque de la démocratie vivante, c'était tout le monde savait lire et écrire, et puis il y avait une sorte d'égalité, etc. Là, on a des masses de diplômés. Bon, c'est vrai, quand ils sont jeunes, ils souffrent, mais... Et ils votent Front National en France. Et ils votent Front National pas en du France. Tout, absolument pas. Dans les résultats, ce sont les jeunes. Pas les diplômés. Mais non, pas les diplômés. Justement, si vous voulez, maintenant, on a des sociétés qui sont extrêmement stratifiées, avec peut-être, si vous prenez les jeunes générations, 40% d'études supérieures.
En bas, vous avez 20% de gens qui sont calés, soit un peu à l'instruction primaire ou un petit peu au-dessus, puis des strates intermédiaires. Et très évidemment, l'impact du Front National, c'est pas juste la catégorie d'en bas, c'est aussi la catégorie du milieu qui a peur de retomber. Hein. Mais ça, c'est une société... Je suis désolé. Bon, je sais que j'ai passé un peu de temps au Parti communiste quand j'étais gamin, mais si Lénine nous a appris quelque chose, c'est bien que ça n'était pas les masses populaires toutes seules qui faisaient l'histoire. Donc moi, je ressens ces sociétés, c'est ça qui est tragique en fait. On est dans des sociétés stables. En plus, on reste très riche pour ceux d'en haut. Il y a beaucoup de gens en difficulté, mais les niveaux d'irréalité, l'âge des populations ouest-européennes est terrifiant. C'est terrifiant. En France, on a un âge médian de 40 ans. L'âge moyen des votants doit être au-dessus de 50 là, dans les élections. Enfin, je veux dire, c'est des populations, je parle de moi, hein, je n'insulte personne, c'est des populations arthritiques, en fait, la démocratie actuellement en Europe. C'est pour ça que je pense plutôt à un choc externe. Parce que si le système de domination est fort, et c'est très difficile à tourner, cette domination imbécile qui appauvrit le continent, l'affaiblit face au monde extérieur. C'est-à-dire que l'échec de l'euro, c'est aussi une partie, ça explique, la puissance de la Russie. Et c'est pour ça que je pense en termes d'un contre-coup externe. Voilà. Bon, à suivre, hein, Emmanuel Todd, mais si vous en avez besoin d'espoir, c'est plutôt raté aujourd'hui. France Culture, la grande table. À moins que ce soit vous, Raphaël Bourgois, qui nous apportiez le choc externe. Ah, le choc externe peut-être, l'espoir peut-être pas. La souveraineté et le territoire. Oui, à l'issue de la séquence politique que nous venons de vivre, Caroline, on peut dire qu'en termes idéologiques, la grande gagnante, c'est la conception nationale de la souveraineté. Ce n'est pas une surprise, les signes avant-coureurs étaient plus qu'évidents, ils se sont concrétisés dans l'interview récente au Point de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, qui dessinait une Europe faite de cercles concentriques autour d'États-nations réaffirmés. On l'a entendu hier dans la courte déclaration de Marine Le Pen, les résultats des élections seraient la preuve que le peuple français veut retrouver sa souveraineté. La présidente du Front National reflète là une idée qui est répandue bien au-delà de sa formation politique. La souveraineté serait un bloc monolithique. Selon cette conception, la souveraineté est une norme abstraite, indivisible, monopole d'une instance unique, en l'occurrence donc l'État-nation français qui ne saurait s'en dépouiller sans se perdre. Une définition toute juridique qui ne résiste pas à l'analyse historique, c'est ce que montre le dernier numéro des Annales Histoire Sciences Sociales. La prestigieuse revue se penche sur les notions de souveraineté et de territoire au cours du 19e et du jeune 20e siècle. Il s'agit de voir comment elles s'articulent dans un temps et un espace donné. L'Afrique tout juste colonisée par la France, l'Argentine en construction, l'État soviétique juste après la Révolution de 17, le tout nouvel État albanais entre les deux guerres, ou encore les États-Unis juste après la guerre de sécession. Des articles qui montrent comment se bricole cette souveraineté qui a besoin de s'appuyer sur un territoire et comment elle construit ces territoires en retour. La conclusion est claire, il faut remettre en cause l'idée dominante selon laquelle la souveraineté s'ancre naturellement dans un territoire uniforme. Deux courants historiographiques se dégagent ainsi. Le premier insiste sur la mondialisation et analyse l'inévitable déterritorialisation de l'organisation politique qui en résulte. Le second se penche sur l'étude de la colonisation et montre que la souveraineté n'est pas un bloc homogène, qu'elle peut s'exercer à différents degrés. Autrement dit, la souveraineté est avant tout une construction, elle n'a rien d'une donnée monolithique, surtout, elle s'ancre à des degrés divers dans un même territoire. On retrouve ici une notion très féconde développée surtout aux États-Unis par des chercheurs qui s'intéressent à l'histoire des empires, la souveraineté feuilletée. Il ne s'agit pas là d'une approche théorique, mais d'une approche pratique selon laquelle le grand succès des empires, c'est d'avoir su créer un ensemble d'usages institutionnels, politiques ou sociaux, qui permettent à la pluralité des sociétés impériales de se tenir dans une seule main, tout en préservant leur spécificité. À l'approche étatique et nationale qui implique une conception continue, absolue et homogène de la souveraineté, il faut donc opposer le feuilleté d'une vision impériale pour une approche discontinue, relative et hétérogène. Alors pour sauver l'Europe, pour sauver le projet européen, il faudrait donc un projet impérial, une solution évidemment provocatrice qui en serait par exemple la puissance centrale, mais développer la notion de souveraineté feuilletée pourrait au moins constituer un projet politique ambitieux et faire pièce au repli sur une approche de la souveraineté et du territoire héritier des siècles passés et dont on sait où elle nous a menés. On vous réinvitera, Emmanuel Todd, pour que vous nous parliez de la souveraineté. Merci d'être venu. Feuilleté. Le feuilleté, surtout. Merci d'être venu à la grande table. Aujourd'hui, à la technique, c'était Anthony Thomasson. On vous retrouve bientôt, Frédéric Savicki, pour une prochaine interview à la grande table.